Je viens de passer une semaine dans cette sublime villa avec des entrepreneurs et il y a des leçons à en tirer, des leçons business et mindset. Alors je t'explique juste le contexte de là où je suis. Je suis en fait sur un domaine que je réserve pour organiser des masterminds avec des amis, avec mon réseau d'entrepreneurs pour le mastermind business et Dolce Vita. Et pendant une semaine, ce qu'on fait, c'est que on se rassemble, donc là on était une dizaine, et le matin, chacun travaille sur son business. On est vraiment focus deep work dans l'espace de coworking qui est une magnifique salle à manger type manoir, etc. Et l'après-midi, on fait des hot seats, c'est-à-dire que on se rassemble et chacun partage sa problématique du moment et les autres vont le conseiller, on va s'entraider, on va se challenger là-dessus. Et donc j'ai organisé ça là pendant une semaine, c'est pas du tout la première fois, j'en ai organisé plein et j'ai moi-même été membre en tant que cliente pour le coup de Mastermind pendant des années, donc c'était quasiment ma 30e rencontre de Mastermind et à chaque fois que je fais ce genre d'événement, je repars avec des tonnes d'idées, de nouvelles perspectives et il y a des enseignements qui sont super précieux si tu es entrepreneur et que toi aussi tu as envie de pouvoir développer ton business, de le faire de façon alignée, de le faire d'une façon qui te correspond et de gagner plus d'argent puisqu'on est là pour ça. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les enseignements, les leçons que je retiens de cette semaine. Il y en a quand même un certain nombre, tu vois, c'est un mélange de business et de mindset. Et l'idée, c'est que tu puisses écouter tout ça et voir comment tu vas pouvoir l'appliquer à ton business. Alors, la première leçon, et tu vas voir, on fait vraiment une mise en abîme, c'est une leçon qui m'est venue en fait simplement par inspiration. Dans le groupe, il y a un des participants que tu connais probablement si tu es dans le secteur du business en ligne, qui s'appelle Antoine BM, qui était parmi le groupe de cette semaine. Et j'ai vu Antoine faire très facilement du contenu vidéo. C'est-à-dire que plusieurs fois, je l'ai vu, voilà, il se pose dehors là dans le jardin et il met son trépied, sa caméra et il tourne sa vidéo. Il faut savoir que moi, à ce stade, alors là, je fais cette vidéo ici, donc je sais pas depuis combien de temps tu me suis et tout ça, mais pour moi, c'est un vrai challenge de faire des vidéos et de faire les choses quand j'ai pas encore pris le pli ou l'habitude. Et en fait, la leçon que j'en tire, c'est déjà mieux vaut fait que parfait, leçon classique dans le business, mais c'est en fait de faire les choses pour commencer à être habitué. Je prends Antoine par exemple, ça fait 10 ans qu'il a l'habitude de faire ça et de prendre sa caméra et de se filmer. Moi, j'ai pas du tout cette habitude-là. C'est-à-dire que j'ai commencé en étant déjà sur du blog, donc du coup c'est de l'écrit. Je fais des contenus qui sont pas des contenus où je dois voilà, préparer le setup, la technique, etc. Et pour moi, c'est un vrai challenge. Le truc, c'est que ce que je veux développer, c'est justement YouTube et ce type de contenu-là. Et donc, en le voyant faire où ça a l'air si simple pour lui, je me suis dit non mais il faut que ça devienne aussi simple que ça pour moi. Parce que tant que ce que tu as à faire pour ton business, à chaque fois, c'est lourd, fastidieux, à chaque fois c'est une montagne à devoir dépasser, mais en fait ce qui se passe c'est que tu vas jamais le faire. Et moi ça fait déjà 3-4 mois à ce stade, au moment où je tourne la vidéo, que je dis que je veux développer YouTube, sauf que c'est tellement de challenge parce que il faut que j'ai le bon setup technique, que j'ai le bon environnement. Moi je sais aussi que je suis assez sensible par rapport à mon apparence physique et que j'estime que mon énergie, mon apparence, mes cheveux, mon machin, mon truc, ça aille, des choses qui peuvent sembler complètement superficielles, mais du coup il y a tellement de critères à cocher pour me sentir prête pour une vidéo que c'est quasiment mission impossible. Il y a aussi le script, il y a ce que je vais raconter, tu vois, c'est que je me dis ah mais du coup il faut que j'ai la bonne approche, le bon angle, etc. Et j'ai beau savoir, parce que ça fait 8 ans que je suis entrepreneur, que mieux vaut fait que parfait, et ça continue de me challenger et il y a plein d'entrepreneurs que ça continue de challenger. Et donc là je me suis dit tu sais quoi ? Je ne suis pas prête, mais je vais faire une vidéo YouTube. Donc, je me suis posée, alors j'ai le matériel ici, mais je suis pas du tout à l'aise avec. C'est pas optimisé. Alors, si tu es habitué à la vidéo, tu peux le voir. Si tu n'es pas habitué à la vidéo, tu vois que tout n'est pas nickel. Le soleil, il va tourner, donc il va pas y avoir la bonne lumière. Tout n'est pas parfait. Le script, en fait, à la base, j'avais prévu de faire un audio télégramme pour ma communauté et je me suis dit non, c'est l'occasion de faire ça sur YouTube. Ce matin, je me suis réveillée avec un petit rhume. On a une semaine, on a peu dormi, on a trop mangé, donc l'énergie est pas au max. Mais je me suis dit, en fait, let's go. D'ailleurs, juste petit appel à l'action, call to action. Si tu n'es pas dans mon canal Telegram, que se passe-t-il? Parce qu'en fait, tu prends ton téléphone, tu peux regarder dans la description de cette vidéo YouTube. J'ai un canal Telegram, le club Business et Dolce Vita, dans lequel je transmets de façon très spontanée des enseignements business, mindset. Ça peut être suite à des lives avec des clients, ça peut être suite à des discussions que j'ai eues, à des expériences que j'ai vécues du quotidien, où je partage en quelques minutes un audio très spontané. Et l'idée, c'est que tu aies toujours ma douce voix dans ta poche, avec vraiment de l'inspiration au quotidien. Enfin,
quasiment quotidien, plusieurs fois par semaine. Donc si tu n'es pas dedans, je te mets le lien en description. L'accès, il est gratuit et je sais que pour les personnes qui sont dedans, c'est quelque chose qui est hyper précieux et qu'elles adorent. Donc je pose ça là si tu veux rejoindre le club business et Dolce Vita. Et donc tout ça pour dire que prendre le pli de faire ce genre de contenu, même si c'est pas parfait, eh ben let's go, c'est de s'habituer à ça. Donc si tu as du mal avec ça, que ce soit d'écrire des newsletters, que ce soit de faire des contenus pour Instagram, que ce soit de faire des vidéos YouTube, etc., garde en tête que quel que soit le format que tu vas choisir, ça va venir en faisant. C'est vraiment classique et cliché, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est tellement vrai à tout stade de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première leçon qui est ressortie par inspiration de ce que j'ai vu. J'ai mes petites notes sur mon téléphone. Deuxième leçon hyper importante sur justement cet effet groupe, c'est que quand on est entrepreneur, je pense que tu l'as remarqué, on est tout seul avec nos problèmes, avec notre façon de voir la résolution de problèmes. C'est-à-dire que quand on fait face à un challenge, à une problématique, notre cerveau, il est câblé pour résoudre les problèmes d'une certaine manière. Donc, quand on a un nouveau problème, on va toujours raisonner, réfléchir de la même façon. C'est dur de s'extraire de nos systèmes de pensée, de fonctionnement un petit peu automatiques, si tu veux. Et le truc, c'est que quand je fais des masterminds comme ça, j'arrive avec mon intention pour la semaine, avec ma problématique, et souvent, c'est des sujets où j'ai déjà essayé de le résoudre par moi-même, en fait. Bien sûr que j'y ai réfléchi, bien sûr que j'ai listé les solutions possibles. Mais je me sens quand même bloquée. J'ai l'impression que ces solutions, elles ne me conviennent pas. Et donc, j'amène ma problématique au groupe et qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le monde va avoir des avis différents, des perspectives différentes et chacun, en fait, va avoir son propre système de pensée, son propre système de résolution de problèmes. Et quand tu t'entoures d'entrepreneurs qui ont à chaque fois un point de vue différent, ça t'enrichit énormément. C'est-à-dire que là où tu voyais pas de solution ou pas de solution acceptable, en fait, il y a des angles que tu n'avais pas imaginés. Par exemple, je vais pas rentrer dans le détail, mais au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai un problème de plagiat, de quelqu'un qui plagie, et c'est un problème où moi j'ai déjà identifié des solutions, mais ça suffit pas et tout me convient pas. Et du coup, je l'ai soumis au groupe et ils m'ont donné des angles et des perspectives que j'aurais jamais eues si j'étais restée en fait toute seule dans ma bulle. Donc, ce que tu peux retenir là-dessus sur comment l'appliquer, déjà évidemment, c'est de t'entourer d'entrepreneurs. C'est pour ça aussi que j'organise de temps en temps des immersions business et Dolce Vita. Donc ça aussi, si tu es inscrit chez moi, tu peux avoir les informations quand il y a des nouvelles immersions que je propose. Et donc, si tu t'entoures, c'est déjà juste excellent. Mais si là, pour l'instant, tu peux pas t'entourer, que tu n'as pas de réseau ou qu'il n'y a pas d'immersion là tout de suite, c'est de te dire comment est-ce que telle personne réagirait et résoudrait ce problème. Parce que même si tu connais pas la personne de la vraie vie, je pense que si tu suis des entrepreneurs, si tu lis des livres, etc., tu peux te dire, OK, tel auteur, tel entrepreneur que je suis, tel mentor, même si c'est virtuel, même si tu l'as pas rencontré, comment est-ce que cette personne, elle résoudrait ce problème? Si j'étais dans sa tête, dans son esprit, dans son cerveau, comment est-ce que a priori, t'en as pas la certitude, tu vois, mais comment est-ce que a priori, je m'y prendrais pour résoudre ce problème-là? Et je trouve que c'est super puissant. Et tu vois, moi, je repars à chaque fois de la semaine avec un peu mes mini-mentors. Tu vois, par exemple, à la fin de cette semaine, sur tout ce qui est sujet Instagram, je pense à comment Larissa Lorenzoni, qui est dans notre groupe d'amis entrepreneurs, réfléchirait sur ce sujet-là. Si c'est création de contenu YouTube, je me dis comment Antoine BM réfléchirait sur ce sujet-là. Si c'est des sujets, il y en a plein, ils ont tous plein d'apports. Par exemple, sur la relation à l'argent, je pense à Laura, qui est avec nous. Je mettrai les liens aussi des participants en description si tu veux regarder ce qu'ils font. Sur les sujets aussi mindset ou gestion des cycles, compréhension de comment je fonctionne, je pense à mon ami Gaël Baldassari de Kiffe ton cycle. Donc, en fait, à chaque fois, c'est de me dire telle personne qui serait, c'est pas forcément plus qualifiée, mais en tout cas qui aurait une perspective différente, qu'est-ce qu'elle me proposerait sur ce point-là? C'est hyper précieux. Donc voilà la petite astuce que tu peux appliquer pour toi. Troisième leçon que j'ai trouvée particulièrement marquante pour tout le monde en fait pendant cette rencontre-là, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on l'arrose. J'ai adoré, c'est une des participantes, Amandine, qui a dit ça, et c'est tellement vrai. C'est-à-dire que quand, tu l'as remarqué aussi, quand on est, tu vois, dans notre bulle, on va regarder sur les réseaux sociaux ce que font les autres, on a l'impression que les autres, ils ont plus de visibilité, qu'ils ont plus de succès, ils ont plus d'argent, c'est plus facile pour eux, toutes ces choses-là. Et on se dit, finalement, si j'avais un peu le même business ou si j'avais le même business model, par exemple, je prends un exemple très technique, mais si tu as, je sais pas, un business où tu vends en evergreen et que tu vois des gens qui vendent en lancement et tu dis, mais en fait, c'est vachement mieux leur modèle. Ou si tu as un modèle plutôt d'offre
offres high ticket, premium, que tu vends assez cher et tu dis « Ah, mais en fait, ça doit être tellement plus simple de vendre des formations en ligne et des petits produits. » En fait, on peut avoir l'impression que chez les autres, c'est plus simple, c'est plus facile et que si on était dans un autre secteur ou une autre façon de faire, on n'aurait plus tous nos problèmes et on n'aurait plus de problèmes du tout. Et en fait, ça, c'est une illusion complète parce que les autres, là où on pense que tout est rose pour eux, on se rend compte, même si c'est des gens qu'on connaissait déjà en fait, quand on se voit pas pendant par exemple 3 mois, on a à nouveau le temps de se raconter nos histoires. Ah mais il a mieux réussi là-dessus, ah mais ça a l'air de rouler et tout ça. Et en fait quand on se rassemble au coin du feu et qu'on se confie, on se rend compte que pour tout le monde, il y a des problèmes et que n'importe quel business, n'importe quel modèle, n'importe quelle offre, n'importe quelle situation a ses avantages et ses inconvénients, a ses bénéfices et a ses contraintes qui vont aller avec. Et du coup, quand on se confie autour de tout ça, je trouve que ça permet de déjà prendre du recul sur les problèmes qu'on a et aussi de pouvoir voir que finalement, l'idée c'est de ne pas se dire je vais tout bazarder et puis avoir de problèmes parce que des problèmes, il y en aura dans chaque situation. Donc d'être lucide en fait là-dessus, de sortir de l'illusion que c'est mieux chez les autres ou ailleurs, mais de se dire avec les ressources que j'ai, avec ce que moi j'ai, comment je peux arroser l'herbe? Comment est-ce que moi je peux chérir ce que j'ai? Comment est-ce que je peux exploiter davantage ce que j'ai plutôt que de fantasmer une autre réalité qui finalement n'existe pas. Et je trouve ça très puissant parce que si en plus tu as tendance à être isolé dans ton coin, rappelle-toi que non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, c'est juste des problèmes qui vont être différents chez les autres. Donc je me suis noté celle-ci qui peut carrément t'inspirer. Tu vois, je me suis noté juste 2 exemples en plus. C'est si tu fantasmes les personnes qui ont une plus grosse audience que la tienne et que tu te dis, ils ont de la grosse visibilité, donc en fait, ils n'ont pas de problème. Ça doit être facile de vendre, ils sont connus, etc. Et en fait, tu ne sais pas ce qui peut aller avec. Par exemple, ça peut être, et ça c'est vraiment plein de cas que j'ai vus différents, c'est pas forcément cette semaine, mais de tout mon réseau, ça peut être des personnes qui ont une grosse audience, mais cette audience finalement, elle n'est pas si qualifiée que ça. Ça peut être une grosse audience et une vague de haters qui va avec. Ça peut être une grosse audience mais du mal à convertir sur les offres payantes. Ça peut être aussi d'avoir une grosse audience mais de se rendre compte que cette audience, elle est intéressée par des sujets et d'anciens sujets qu'on traitait. Et aujourd'hui, ces sujets, en fait, on n'a plus envie d'en parler, ça ne nous correspond plus. Donc, on a l'impression de ne plus être en phase avec cette audience-là. Donc, il peut y avoir tel genre de problème que tu peux avoir avec. Autre exemple aussi que je me suis noté, c'est si tu vois des entrepreneurs qui ont une grosse équipe et qui sont là, ouais, moi j'ai toute une équipe, on est 20 et machin, et tu dis, waouh, mais ils doivent être libres, ils ont tout délégué, c'est des entrepreneurs à succès et tout ça. Oui, c'est cool, mais il y a aussi nécessairement des inconvénients qui vont avec. Tu vois, par exemple, ça peut être des problèmes de management, ça peut être des problèmes de recrutement, ça peut être des problèmes aussi de rentabilité, de se dire, ok, c'est cool, j'ai une grosse équipe, ça peut sembler stylé, mais en réalité, je suis en train de faire sombrer mon business et je suis à perte. Ça peut être aussi des problèmes de perte de sens, par exemple d'entrepreneurs qui ont tout délégué, qui ont tout ça qui tourne, mais eux, ils ont complètement perdu la flamme et la créativité et c'est juste devenu des espèces de managers qui ne font plus leur cœur de métier, ce pourquoi ils se sont lancés, comme la création de contenu, la transmission, etc. Donc là, à nouveau, ne pas fantasmer ce qu'on pense voir chez les autres. Leçon suivante, je crois que c'est la 4e, il me semble, c'est de ne pas laisser notre ego diriger le business. Alors ça, j'ai trouvé là aussi que c'était une session où c'était particulièrement ressorti et c'est quelque chose que j'ai vu aussi pas mal dernièrement avec mes clientes. C'est qu'en fait, il y a des choses dans nos business qui pourraient carrément fonctionner, résoudre des problèmes qu'on a, mais on ne les fait pas parce qu'on se dit que on est, tu vois, on est au-dessus de ça. Tu vois vraiment le melon on est au-dessus de ça. C'est des choses qu'on a dépassées. On est trop avancé pour ça ou on pense que ça devrait se faire tout seul. Exemple, comme ça tu vas te reconnaître. Et ça fonctionne que tu sois entrepreneur débutante ou entrepreneur plus avancé. Hein, vraiment, je le vois chez tout le monde. Et moi y compris. Hein. Il y a des trucs où je me rends compte et je me dis, mais en fait, là, tu es complètement dans l'ego là-dessus. Ça peut être, tu vois, je me suis noté aussi des exemples, mais de te dire, en fait, moi, je veux être connue via mon contenu, donc je veux faire du contenu organique et que les gens viennent vers moi parce qu'ils aiment ce que je fais et ils vont acheter du coup naturellement. Très bien, c'est une très bonne stratégie. Sauf que si dans ton cas, la prospection serait pertinente et que ça te permettrait de faire x2 sur ton chiffre d'affaires ou d'accélérer tes résultats, et que tu te dis « Ah ouais, mais non, mais moi je vais quand même pas prospecter, je vais pas m'abaisser à prospecter. » Je parle pas d'ailleurs de la peur de déranger les gens ou des peurs de ce genre-là. Je parle vraiment de l'ego de « Non, mais attends, moi je vais pas faire ça. » Mais en fait, tu te coupes probablement d'une grosse partie de ton chiffre d'affaires parce que tu vois ça comme
un truc un peu, c'est pas honteux, mais un peu trop bas pour toi d'aller prospecter. Alors qu'il y a des entrepreneurs incroyables qui cartonnent grâce à la prospection. Il y a des façons de prospecter qui sont juste canons, qui permettent de signer avec des clients qui sont super. Il y a des gros business qui fonctionnent que sur la prospection. Donc il n'y a aucun problème à aller prospecter. Je dis pas que c'est ce que tu dois faire selon ton business et ton business model. Hein. Attention, je le rappelle toujours, si tu n'es pas familière de mes contenus, c'est qu'il n'y a pas une stratégie unique, il n'y a pas une seule bonne stratégie que tout le monde devrait appliquer. C'est que selon qui tu es, selon ton business, ton secteur d'activité, tes forces, tes faiblesses, etc., il y a une stratégie qui est pertinente pour toi, mais c'est pas forcément la même que pour Mich le voisin. Hein. Donc je pose ça là, je ne dis pas que tu dois prospecter, mais s'il y a des choses qui te permettraient de développer le business, comme par exemple la prospection, mais que tu ne le fais pas par ego, c'est quand même franchement dommage et c'est toi qui en pâtis. Autre exemple, de ne pas relancer un prospect. Ne pas relancer un prospect en te disant « Non mais c'est bon, on a déjà échangé, donc si la personne est intéressée, elle va signer de toute façon, je vais pas lui courir après, quoi, tu vois. Je parle pas de la peur de déranger à nouveau, mais vraiment, je vais pas lui courir après. Moi, je suis une queen et si la personne, elle réagit pas, tant pis pour elle. » Bon, je vois l'idée et pourquoi pas dans certains cas, mais je pense que ça peut vraiment être un frein plein de fois. Il y a des prospects qui juste ont eu d'autres choses à gérer cette semaine et c'est pas que c'est pas des clients de qualité, c'est pas que t'es pas assez intéressante, c'est pas qu'ils n'ont pas compris ta valeur ou je sais pas quoi, c'est juste que, je pense que tu le vois au quotidien, on est bombardé de possibilités, de charges mentales, de choses à faire, d'informations, etc. Et donc c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas eu le temps ou qu'il y a d'autres choses qui se sont mises au milieu. Ça peut être aussi si tu te dis « Ah non, toi tu vois, je me reconnais là-dedans, je vais pas faire de contenu sur tel sujet parce que c'est un sujet qui est un peu trop basique, j'en ai déjà parlé et je vais pas refaire ce genre de truc-là, les gens ont qu'à aller chercher, j'en ai déjà parlé. » Ou c'est trop débutant, c'est trop ceci, c'est trop cela. Et du coup, moi non, je fais que des choses un petit peu plus recherchées. Ou, tu vois, de pas vouloir faire certains types de contenus qui pourraient marcher. Et en fait, c'est super dommage parce que ça peut être de l'ego, de se dire « Mais non, mais je vais quand même pas reparler ça ou parler de ce truc-là. » Moi, je me reconnais là-dedans. Parce que parfois, je me dis « Mais attends, ça, c'est peut-être des sujets un peu trop classiques ou un peu trop vus et revus chez d'autres. » Et du coup, moi, je veux montrer la différenciation parce que j'ai de l'expérience dans le business, parce que j'ai déjà monté un business multi-chiffres que j'ai revendu. Donc, j'ai pas envie de faire des choses que quelqu'un qui débute pourrait faire pour marquer la différenciation. Et en fait, quand on regarde, c'est de l'ego. J'avais pas réalisé ça, mais je me rends compte, c'est de l'ego. C'est qu'en fait, si ces contenus, ils marchent, ils plaisent et qu'ils me permettent d'attirer une audience qui se reconnaît là-dedans et ça lui est utile, évidemment que je dois le faire. C'est complètement débile de me dire « Ah mais non, moi je n'en suis plus là ». Aucun sens, c'est que de l'ego. Donc, faire les contenus qui marchent, qui plaisent. Autre exemple, alors à chaque fois que je reprends mon téléphone, il remonte tout en haut de la note, ce n'est pas pratique du tout. Dernier exemple, c'est sur l'accompagnement individuel. Si tu te dis, voilà, moi j'ai fait de l'accompagnement individuel avant et maintenant j'ai dépassé ça, je suis passée sur par exemple des programmes en ligne ou du groupe et du coup, l'individuel, ou de l'accompagnement direct, c'est vendre son temps contre de l'argent. Et ça, c'est trop un truc de salarié où on n'est pas censé vendre notre temps contre de l'argent, on est censé avoir des revenus passifs. Les revenus passifs, comment te dire ? Les revenus passifs, c'est vraiment... Je pourrais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus à part entière. Si tu veux une vidéo là-dessus, dis-le moi en commentaire. Si c'est un sujet qui est demandé, je ferai une vidéo sur les revenus passifs, ce qui relève du mythe, de l'illusion et ce qui relève de la réalité. Parce que moi, j'ai eu ça où la dernière année de mon précédent business post-ADEME, le business tournait à 98% sans moi. Donc, j'ai vécu ce Graal que les entrepreneurs recherchent. Donc, je peux dire d'expérience ce qu'il en est, est-ce que c'est vraiment passif ou pas, et les avantages et les inconvénients qui vont avec. Donc, si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Mais donc, le fait de dire « Ah ouais, non, moi, je vais pas refaire l'individuel » ou parce que c'est un message souvent qui est transmis dans l'infoprenariat, c'est que tu es censé aller sur la formation en ligne pour scaler et on sait bien que le but de la vie, c'est de scaler. Hein. Voilà, tu vois à mon visage de comédienne ce que je pense du sujet. En fait, ça, c'est... soit t'as vraiment pas envie et t'es pas aligné avec l'individuel et il n'y a aucun problème, soit si c'est de l'ego, c'est super dommage. Parce que si t'aimes faire l'individuel, vas-y. Si tes clients veulent de l'individuel et que toi tu kiffes et que ça apporte de la valeur, vas-y en fait. Et l'exemple que je peux te donner là-dessus, c'est que quand j'ai vendu mon entreprise post-ADEME, ça faisait des années que je n'accompagnais plus mes clients. J'étais plus du tout à la livraison. Bien sûr, quand j'avais créé l'entreprise au début, je faisais du coaching individuel, j'ai créé les formations en ligne, j'ai fait des accompagnements de groupe, j'ai vraiment tout fait. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai délégué. J'ai eu des coachs et des mentors, j'ai fait créer les programmes en ligne par des formateurs externes, etc. Donc vraiment, je faisais plus d'accompagnement moi-même. Mais quand j'ai vendu, en fait, ça me manquait
d'accompagner les gens et d'être sur le terrain. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai démarré mon deuxième business, mon business suivant, j'ai proposé du mentorat individuel en présentiel. Donc je suis vraiment partie de je ne fais plus rien du tout moi-même en livraison à je vois les gens dans la vraie vie, en présentiel, en individuel. Donc on est passé d'un extrême à l'autre et en fait j'ai adoré faire ça, j'avais ultra envie de faire ça pour être sur le terrain. Et tu vois, si j'avais été dans l'ego, comme ce que je peux voir parfois chez d'autres, et je le juge pas parce que je le comprends complètement et on a tous nos parts d'ego à un endroit, mais si j'étais allée plutôt sous l'angle de je suis trop avancée pour ça, à mon niveau, on fait plus d'individuel, on fait plus ces trucs-là, mais ça aurait été nul en fait de pas le faire. Donc ça peut être un exemple sur lequel l'ego ne doit pas driver. Et même si tu as déjà développé des offres de groupe ou de formation en ligne, etc., ça ne t'empêche pas d'aller refaire l'individuel. Donc voilà pour ce point-là. Alors, leçon suivante, et bien justement, c'est le prix de la leçon. On a discuté de ça parce qu'on est plusieurs dans le groupe à, comme n'importe quel humain, avoir eu des échecs. C'est fou ça, non? Avoir eu des échecs, avoir eu des déconvenus. Et parfois, quand on est entrepreneur, il y a des déconvenus qui peuvent coûter cher, en fait, financièrement. Parce qu'on investit dans des choses qui vont pas fonctionner, on va prendre des gens où en fait ça va pas bien se passer. Il peut y avoir plein de choses qui vont générer des déconvenus financières, des échecs, des déceptions, etc. Et en fait, ça, quand ça coûte de l'argent, on peut avoir l'impression d'avoir perdu de l'argent parce qu'on se dit mais cet argent il est parti dans un truc qui a servi à rien, voire qui a eu des résultats négatifs, qu'on ne le récupère pas, on n'a pas de retour sur investissement, c'est de l'argent où si on l'avait utilisé pour autre chose, on se serait enrichi alors que là on s'est appauvri. Donc il peut y avoir cette sensation de perte en fait. Et le truc c'est que ce qu'on s'est dit cette semaine, c'est c'était le prix de la leçon. C'était combien est-ce qu'on coûte pour apprendre cette leçon-là dans notre vie. Et je vais te donner un exemple. Tu vois, moi j'ai fait un achat immobilier qui est vraiment pas du tout un bon investissement. Je suis passée par une société d'investissement locatif qui clairement m'a mal accompagnée, n'a pas tout pris en compte dans les critères d'achat de cet appartement. Enfin vraiment, c'est un très mauvais investissement. Et le truc, c'est que moi c'est quelque chose que j'ai mal vécu. Je le vis encore mal parce que c'est encore d'actualité. J'ai pas trop moyen de sortir du problème. Donc c'est un sujet un peu épineux. Je pourrais en parler éventuellement dans une prochaine vidéo. C'est pas le sujet ici, mais c'est quelque chose qui est douloureux pour moi. Et douloureux parce que je me dis, purée, j'ai fait de mon mieux, je me suis entourée, j'ai demandé des conseils, j'ai choisi la société qui m'accompagnait là-dessus. J'ai vraiment fait de mon mieux. Et pour autant, j'ai perdu de l'argent et c'était un mauvais investissement. Et j'ai pas juste perdu 10 000 €, tu vois. C'est vraiment un très très mauvais investissement. Et le truc, c'est que moi, je vois ça comme une perte pure. Et j'ai essayé déjà de travailler sur mon mindset là-dessus, donc ça m'a permis d'apaiser tout ça, notamment en faisant de la dépolarisation sur le sujet. Là aussi, je pourrais en reparler. Mais là, cette semaine, on en a rediscuté. Et le fait d'avoir d'autres exemples, d'autres personnes du groupe, je me suis dit, en fait, tous, on paye pour nos leçons d'une façon ou d'une autre. Et parfois, il y a des leçons qu'on paye très très cher, mais parce que c'est des leçons qui ont une grosse valeur. Et je me suis dit, tiens, prenons cet appartement. Ce mauvais investissement. En quoi c'est une leçon qui a une grosse valeur et du coup qui vaut bien ce prix-là? Eh bien, c'est qu'en fait, ça m'a appris une chose absolument capitale, c'est de ne pas me reposer sur d'autres pour mes décisions financières. Et que faire des investissements, des achats, que je ne comprends pas à 100%, même si c'est 90%, ça ne suffit pas, que je ne comprends pas à 100%, ce n'est pas OK. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après ça, vu que j'ai été un peu traumatisée par l'expérience, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, quand j'investis dans quelque chose, je veux être sûre à 100% de comprendre. Et les messages, les discours du genre « oui, tu vas prendre sur le chemin et tu vas sortir de ta zone de confort et let's go, il faut se lancer malgré la peur ». Quand il y a un enjeu financier important, ce n'est pas OK. Je dis bien quand il y a un enjeu financier important parce que oui, par exemple, pour faire mes vidéos YouTube, j'étais là « oulala, je suis pas à l'aise, je sais pas trop faire ». Franchement, c'est une sortie de zone de confort cette vidéo, mais j'ai rien à perdre, tu vois. Par contre, quand il s'agit d'investissement et de placer de l'argent que j'ai gagné, pour lequel je me suis investie, là, en fait, c'est pas OK. Et tu vois, j'ai eu l'occasion, j'aurais pu refaire cette même erreur-là, parce que du coup, j'ai vendu mon entreprise. Et quand j'ai vendu mon entreprise, il y a une partie, alors je vais pas rentrer dans le détail technique, mais il y a une partie de cet argent que... Qu'est-ce qui me passe au-dessus? C'était très bizarre, je pense que c'est la lumière qui s'est arrêtée. Il y a une partie que je peux
réinvestir pour avoir, on va dire, un petit peu moins de désavantages fiscaux. Et donc, on peut placer une partie de l'argent dans, par exemple, dans des startups, dans des boîtes, etc. C'est très encadré. Donc, par exemple, je peux pas investir dans de l'immobilier ou dans de la bourse ou je sais pas quoi avec. Donc, c'est très, très encadré. Mais il y a des choses dans lesquelles je pourrais réinvestir. Si tu connais le principe, c'est l'article 150 OBTR de réinvestissement. Si ça t'intéresse, tu peux regarder. Et le truc, c'est que j'ai cherché des investissements à faire là-dedans parce qu'on a 2 ans pour pouvoir réinvestir cet argent. J'ai cherché des réinvestissements possibles et en fait, il y en a plusieurs qui en soi étaient intéressants, mais qui me remettaient dans la même situation de je ne le comprends pas à 100%, je ne suis pas à 100% à l'aise avec. Et je me suis dit, parce que c'est quand même des montants importants du coup, et je me suis dit, mais ma cocotte, si tu fais ça, tu risques de te retrouver dans la même situation. Donc peut-être que du coup, tu vas moins t'enrichir, tu vas payer plus d'impôts. Donc quelqu'un qui est vraiment investisseur aguerri dirait non mais tu fais n'importe quoi. Sauf qu'en fait, moi, ça me permet quoi? Ça me permet d'éviter des nuits blanches, ça me permet d'éviter de perdre potentiellement à nouveau de l'argent parce que j'avais pas tout compris. Et donc la leçon, elle a coûté très cher avec l'appartement, mais elle me permet de faire mes choix beaucoup plus en conscience et d'être moins influençable aussi dans mes décisions financières. Là aussi, je pourrais vraiment faire une vidéo à part entière. Ça y est, je suis lancée sur YouTube, j'ai 500 idées de vidéos. Mais si ça t'intéresse, tu me le dis aussi en commentaire. Donc voilà pour cette leçon-là sur le fait d'avoir un prix en fait aux leçons qu'on apprend. Leçon suivante. Très importante sur le lien avec le terrain. Ça rejoint un petit peu l'ego, mais en tout cas, quand on commence à se dire qu'on n'a plus trop besoin d'être sur le terrain et qu'on sait et qu'on fait les trucs dans notre coin, l'enseignement, c'est de toujours connecter aux clients et à ce que veulent nos clients plutôt que de faire les choses dans notre coin. Tu vois, par exemple, il y a une entrepreneur que je connais qui donc a une offre principale, c'est vraiment le business model, offre premium, offre unique et scaler cette offre principale. Et en fait, la situation, c'est de pouvoir fidéliser les clientes après avoir fait ce programme-là, ce qui est une super idée, c'est top. Les clientes sont ravies, elles sont super partantes pour pouvoir continuer. Le truc, c'est que cette offre de fidélisation, de continuity, comme on peut l'appeler, elle a réfléchi à l'offre un petit peu dans sa tête avec ce qu'elle connaît quand même de sa clientèle. Tu vois, elle a fait quelques échanges avec les clientes, etc. Mais elle n'a pas complètement à 100% pris en compte ce que voulait exactement et là où il y avait le plus de besoins de la part des clientes. Et donc, finalement, elle est passée à côté du positionnement qui aurait été le plus pertinent. Et en discutant avec de nouvelles clientes, elle s'est rendue compte que le meilleur positionnement, elle le tenait après avoir lancé l'offre pour la première fois. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a complètement fait changer, fait évoluer, pivoter cette offre-là pour en faire une nouvelle version qui correspond beaucoup plus à ce que désirent ses clientes. Donc la leçon à en tirer de ça, et c'est un truc qu'on a tous vécu, que moi j'ai vécu aussi, c'est que même quand on pense connaître notre audience, même quand on connaît notre sujet, même si on a déjà créé des offres à succès qui avaient super bien fonctionné et tout ça, en fait, on n'est jamais assez au courant de ce qui se passe sur le terrain. On n'est jamais assez au contact du terrain. Et donc la leçon, quel que soit ton stade business, que tu sois débutante ou avancée, c'est de te dire, je ne vais pas imaginer dans mon coin ce qui pourrait fonctionner, c'est je vais parler à mes clientes, à mon audience. C'est je vais proposer quelque chose et voir comment c'est reçu et faire évoluer et co-construire l'offre avec mes clientes. Et moi, tu vois, depuis que je suis entrepreneur, j'ai créé énormément d'offres. J'ai créé des dizaines d'offres parce que quand j'ai commencé Postadem, il y avait mes premières offres de coaching individuel, ensuite les programmes en ligne. Quand j'ai vendu l'entreprise, il y avait 20 programmes qui existaient encore. Donc, c'est quand même énorme, plus les offres que j'ai créées ici, donc, et des offres aussi que j'ai créées qui n'ont pas marché, donc du coup, je les ai plus reproposées. Donc, au total, j'ai créé beaucoup d'offres. Et parmi ces offres-là, il y en a qui ont vraiment cartonné et d'autres, à l'inverse, qui n'ont pas fonctionné. Donc, on n'est pas un génie qui va à chaque coup trouver la bonne formule ou la bonne offre. Donc, ça nécessite de toujours être connecté au terrain plutôt que d'être un peu dans notre tour d'ivoire à imaginer les choses. Donc, je trouvais cette leçon hyper importante. Leçon suivante, c'est d'exploiter la ressource abondante. Alors ça, je t'explique le principe, ça vient d'Antoine, qui disait, finalement, pour pouvoir produire en volume, on a besoin que ce soit facile, on a besoin que ce soit accessible. Et donc l'idée, c'est de partir de ce qui est déjà présent, de ce qui est déjà là, pour s'en servir pour du contenu, pour des offres, etc. Donc ça rejoint moi ce que je partage, ce que je transmets à mes clientes, où je leur apprends à se connecter à leur essence profonde pour développer leur business avec le plus de fluidité, de facilité possible parce qu'elles exploitent les forces qu'elles ont déjà, les ressources qu'elles ont déjà et c'est vraiment ma philosophie. Et les exemples qu'il donnait étaient super pertinents. Je vais t'en donner un, c'est l'exemple des commentaires négatifs. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi, mais dans le cas d'Antoine, il expliquait que une des ressources abondantes, malheureusement, c'est les commentaires de haters, les commentaires négatifs et tout ça. Et en fait, ça, plutôt que de voir ça comme un problème, c'est de se dire, mais vu que c'est une ressource abondante, alors abondante, ça ne veut pas dire qu'il y en a des milliers, mais en tout cas, il y en a, eh bien autant
en faire une pièce de contenu. Autant s'en servir pour faire du contenu à partir de là et avoir de l'inspiration pour le contenu parce que ça peut générer plein de choses. Quand tu as un commentaire de hater, tu peux t'en servir pour transmettre ta philosophie de vie, pour transmettre ton approche. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on a tendance à vouloir aller créer du contenu tel qu'on peut le voir ailleurs ou ce qu'il faudrait faire alors qu'en fait on a plein de ressources qu'on a directement sous la main. Je regarde s'il y avait un autre exemple que j'avais mis sur celle-ci qui pourrait être intéressant. Mais oui, par exemple, si tu lis beaucoup de livres, admettons chaque matin, tu lis un petit peu un extrait business, eh ben, tu peux faire du contenu à partir de ça. Tu peux t'en servir pour absolument tout parce que c'est déjà là, c'est déjà avec toi. Donc voilà pour cette leçon. La leçon suivante, c'est de garder notre capacité d'innovation. On est toujours sur la thématique du contenu ici. En fait, ça c'est surtout si tu es une entrepreneur un petit peu plus avancée, plus aguerrie, c'est que quand on démarre dans le business, on est tout feu tout flamme, on a plein d'idées, on veut créer plein de choses et du coup on est souvent très au fait de ce qui se fait sur le marché. Mais quand on commence à être un petit peu plus ancré, un petit peu plus pépère, parce que ça marche, parce que ça tourne, parce qu'on a nos petites habitudes, etc., eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on perd notre capacité à innover, on perd notre capacité à créer et à se renouveler. Et c'est comme ça qu'il y a des entrepreneurs qui débarquent sur le marché et qui prennent des parts de marché par rapport à des gens qui étaient là bien avant, qui ont une expertise bien plus ancienne, qui ont une audience bien plus ancienne parce que les nouveaux sont à fond, sont dans l'air du temps alors que les anciens se sont un petit peu reposés sur leur laurier. Alors ça part pas d'une mauvaise intention, on ne se rend pas forcément compte qu'on s'endort sur nos lauriers, mais ça j'ai trouvé ça très pertinent de toujours se dire comment est-ce que je peux continuer de tester à fond, comment est-ce que je peux tester vite et échouer vite ou réussir vite, mais en tout cas d'oser faire les choses, même si c'est pas parfait, CF la leçon qu'on avait juste avant. Leçon suivante au sujet du contenu, puisqu'on a la thématique contenu, c'est sur le fait de montrer l'expertise. Parce que parfois on a l'impression de faire du contenu lifestyle intéressant, de faire un peu les hooks qui pourraient fonctionner, etc. Mais on n'est pas en train de vraiment montrer la profondeur qu'on a, en train de montrer les compétences qu'on a de façon poussée. Notamment, ça c'est ce qui se fait beaucoup à l'ère du contenu court type Instagram, c'est que on va chercher le bon hook, le bon truc qui va faire des vues, mais en cherchant à faire du contenu viral, on n'est pas en train de vraiment montrer le fond de notre expertise. Alors si on arrive à lier les deux, c'est super, mais parfois ça peut être un petit peu plus compliqué en fait de montrer ça sur du contenu court, et d'ailleurs peu importe soit contenu court, contenu long, etc. C'est de se dire les gens ils ont besoin de voir ce qu'on peut vraiment apporter. Donc il ne faut pas être que dans la surface, il faut aller en profondeur. Et là, je te partage une prise de conscience que j'ai eue, c'est que moi, sur ma précédente entreprise, Postadem, c'est ce que je faisais, puisque j'ai commencé en 2017-2018, donc avec les dinosaures, mais j'ai commencé avec un blog. Donc le blog, c'est du contenu écrit, détaillé. Et il n'y avait pas de ChatGPT, je tiens à dire qu'à l'époque, on faisait tout avec nos petites mains. Donc il y avait le blog, j'utilisais LinkedIn aussi à l'époque. Ensuite, quand j'ai développé Postadem, ça a été le podcast. Il y a eu le livre aussi que j'ai publié aux éditions Erol. Donc il y avait plein de formats de contenu sur lesquels en fait on pouvait voir mon expertise et ma compétence. Et ensuite donc j'ai vendu l'entreprise et ce qui s'est passé c'est que j'ai recréé donc mon deuxième business de zéro, mais j'ai créé en mode minimaliste et donc j'ai créé avec un compte Instagram. Et le compte Instagram, alors c'est super, j'ai fait 6 chiffres dès la première année, donc pas de souci, ça permet quand même déjà de faire très très bons résultats. Mais je me suis rendu compte, notamment en discutant, que du coup je faisais des contenus assez courts où les gens n'avaient pas l'occasion de voir vraiment le détail de mon expertise. Donc dès le début quasiment, j'ai créé mon canal Telegram, le Club Business et Dolce Vita, où du coup dans mes audios Telegram, pour mon audience, je partage des petits audios, des petites pépites de quelques minutes, donc là on peut voir ce que j'apporte. Mais si on n'est pas dans Telegram, et le Telegram c'est pas une stratégie d'acquisition, on ne peut pas me découvrir via Telegram, si on n'est pas dedans, on ne peut pas savoir en fait tout ce que je suis capable d'apporter. On ne peut pas savoir mon expertise business, on ne sait pas tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai développé dans ma précédente entreprise, parce qu'en plus j'ai tendance à plus trop en parler, alors que c'est juste énorme en fait ce que j'ai vécu avec mon entreprise précédente et tout ce que ça m'a permis de faire. Donc finalement, il n'y a pas suffisamment d'endroits où on peut voir la profondeur de ce que j'apporte et du coup, ça m'arrive régulièrement et ça, à chaque fois, je me dis « Ah oui, il faut vraiment que je change ça ». Des entrepreneurs qui vont me rencontrer via des masterminds ou réseaux, etc. Ou dans des séminaires et tout ça et qui me disent « Mais waouh, en fait, je ne savais pas que… » Ça va faire un peu l'instant égo et melon, mais je le dis, il faut dire quand même ce qui est, il faut savoir aussi reconnaître nos forces. C'est qu'ils me disent « Mais waouh, en fait, je ne savais pas que tu avais une telle compétence business. Je ne savais pas que tu avais autant d'expertise et de détails et de finesse sur ces sujets. » Par exemple, un truc sur lequel les gens ne le savent pas, mais sur les sujets financiers. Alors ce n'est pas non plus ma zone de génie, ce n'est pas
mon sujet d'expertise et je ne vends pas de prestations là-dessus, mais je suis capable rapidement de pouvoir analyser les chiffres et voir si un modèle il est rentable ou pas. Je suis capable très rapidement de dresser une situation financière pour un entrepreneur. Donc tous ces aspects-là, vu que moi je l'ai vécu avec une entreprise où j'avais une équipe, où j'avais des coûts, où j'avais de la pub, etc., c'est des choses que j'ai pilotées, que j'ai gérées, mais les gens ne peuvent pas forcément le savoir. Ou par exemple tout ce qui est sujet autour du management et du recrutement, c'est la même chose. Moi j'ai développé une équipe, j'ai managé cette équipe-là, donc on est monté jusqu'à 12 personnes, j'ai mis en place des process, j'ai travaillé dans le recrutement aussi dans une ancienne vie, donc c'est des expertises que j'ai et où les gens vont pas forcément être au courant. Ou par exemple l'expertise que je peux avoir en copywriting, parce que j'ai fait de l'email quotidien pendant des années, j'ai vendu pour des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec juste de l'email en fait, et c'est des choses que les gens peuvent pas forcément savoir. Et donc je me suis rendu compte que finalement, en ayant juste Insta et mon Telegram, quelqu'un qui me connaît pas peut pas savoir tout ça. Et du coup, c'est ultra dommage. Et quand j'ai des gens qui me disent « Ah ben je pensais pas que tu étais aussi compétente », j'avoue que ça me fait un petit truc où, alors je le prends pas mal du tout, mais ça me fait vraiment le déclic de me dire « Ok, il faut vraiment que je prenne plus la parole et que j'ai davantage le temps et l'espace et le format pour pouvoir rentrer dans le détail de tout ça. » Donc notamment CF, cette chaîne YouTube. Il y a aussi le podcast Amour, Gloire et Business que j'ai tourné avec PB, mon conjoint. Donc ça aussi, tu peux trouver sur YouTube. Pour l'instant, à l'heure où j'enregistre, on a sur les 19 épisodes. Pour l'instant, c'est en pause. On a fait la première saison. C'est possible qu'on en fasse une deuxième, mais pour l'instant, on a déjà fait un certain nombre de contenus. Et donc là, on rentre plus dans le détail. Donc voilà, la leçon pour toi, parce que le but, c'est pas juste de raconter ma vie là-dessus, c'est de te dire, est-ce que mes prospects peuvent suffisamment voir mon expertise et la profondeur de ce que je peux apporter, ou est-ce que finalement ça reste un petit peu trop en surface? Parce que je pense que c'est aussi une des façons de se démarquer, notamment à l'heure de l'IA, c'est d'aller dans le détail, parce que n'importe qui peut faire un post sur X conseil business, mais ce que moi j'ai vécu avec mes business, et que je transmets par exemple dans ces vidéos YouTube et les futures vidéos, il n'y a que moi qui peux le faire. Donc c'est la même chose pour toi, il faut qu'on puisse voir ton expertise directement pour justement tirer ton épingle du jeu et pouvoir te différencier. Donc voilà pour cette leçon fort importante. Autre leçon importante sur le contenu, c'est de bien penser à l'objectif du contenu, parce qu'on a tendance à être dans les fameuses vanity metrics, donc se dire le nombre de likes, le nombre de vues, etc. Sauf qu'en fait ça, c'est pas vraiment ce qui va nous importer. Et il faut pas comparer à d'autres business models. C'est-à-dire que si ton but c'est de vendre des accompagnements, du consulting, la prestation de services, des formations en ligne, du coaching, etc. Ton but c'est de vendre tes offres. Ce n'est pas de faire de l'influence. Ce n'est pas d'être youtubeur pour avoir des sponsors. Il faut vraiment être au clair sur le business model. Parce que si tu cherches des metrics, donc des résultats qui ne sont pas ceux qui permettent de développer ton business model, tu es juste en train de passer complètement à côté. Et donc parfois, il vaut mieux avoir moins de vues et moins d'audience parce que c'est sur un sujet beaucoup plus niche, mais avoir du coup une audience et des vues de qualité, des gens qui sont vraiment dans la cible, que de se dire je cherche à faire du mass market, à faire quelque chose qui va parler à beaucoup de monde pour avoir des vues et me comparer à des gens qui font des vues. Donc ça, c'est un conseil qui est assez court, mais qui est vraiment super important, être au clair sur le but et ce pourquoi on le fait. Autre leçon que j'ai envie de te partager sur la relation client. Cette vidéo, il y a pas mal de choses. J'ai noté beaucoup de choses. Je crois qu'il nous en reste peut-être un ou deux. Et ensuite, on aura terminé. C'est sur le syndrome de la bonne élève et le fait qu'on a tendance à un petit peu à oublier nos meilleurs élèves. C'est-à-dire que, je vais te dire la phrase qui est ressortie, je ne sais plus qui l'a dite, mais peu importe, c'est « les meilleurs clients, c'est ceux à qui on donne le moins d'amour ». Et je me suis dit « mais purée, c'est vrai ». Donc si tu fais partie de mes meilleures clientes, peut-être que c'est pour toi ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même principe que quand, moi j'étais bonne élève, j'étais première de la classe à l'école, et quand on est bonne élève, si tu l'as vécu aussi, eh bien en général, la maîtresse ou le prof va pas beaucoup s'intéresser à toi. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser aux personnes qui sont plus en difficulté pour aller les aider. Va s'intéresser aux personnes qui ont des problèmes un peu de comportement et qui mettent le bazar en classe parce qu'il faut s'en occuper. Mais la personne qui est dans son coin, qui fait bien ses trucs et qui bronche pas, du coup on l'oublie, tu vois, alors que c'est le ou la bonne élève. Et le truc, c'est qu'on a tendance à faire pareil avec les clients, et je m'en suis rendu compte quand on a parlé cette semaine, c'est que finalement les clients pour qui ça roule, on va être un peu moins en contact puisque ça roule quelque part. Les clients qui par exemple, qui vont acheter facilement, qui sont fidèles, etc. Du coup, il n'y a pas forcément d'objection, de discussion pour pouvoir convertir, ce qui fait que on va donner quelque part moins d'amour à ces personnes-là. Ça ne veut pas dire qu'on les traite mal. Par exemple, moi, je vois mes clients d'immersion, vraiment, je leur réserve une expérience aux petits oignons et tout ça. Donc, évidemment, c'est pas qu'on les traite mal, mais on peut avoir tendance à mettre parfois plus d'efforts ou plus d'attention sur
les clients qui ne sont pas forcément les meilleurs clients ou qui vont nous rapporter de l'argent ou qui vont être vraiment fidèles parce qu'on s'occupe davantage des cas problématiques. Donc je trouvais ça super intéressant de ne pas délaisser en fait les bons clients, de ne pas délaisser les personnes qui finalement font l'essentiel de notre business parce que c'est là que ça se joue et c'est complètement normal. Donc pense-y aussi, demande-toi qui sont mes meilleurs clients pour avoir un lien beaucoup plus quali et y penser plus régulièrement. Avant-dernière leçon, il en reste 2, c'est le sujet de la comparaison. Ça aussi, c'est beaucoup ressortir, ça ressort régulièrement, c'est que tu auras toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi sur les différents sujets. Et on a tendance à se comparer à d'autres personnes où on se dit « cette personne a plus d'audience, ou elle réussit plus sur tel point, ou elle est plus rigoureuse là-dessus, elle est plus persévérante là-dessus, elle est meilleure là-dedans, et nanani, et nanana. » Et du coup, on se compare, on fait une espèce d'échelle de valeur, on met des gens sur un piédestal, et tant qu'on se compare à ça, on crée plus et on développe plus notre business depuis un espace de plaisir, de joie, d'amour, de créativité parce qu'on est dans la comparaison. Et le truc, c'est que il y aura toujours quelqu'un au-dessus. Et moi, j'ai vu ces dernières années dans des masterminds et dans mon réseau des gens, vraiment, c'est des gens, probablement des gens que tu connais, qui ont des audiences énormes, qui ont un business qui cartonne. Et c'est des gens qui vont aussi avoir des sujets sur lesquels ils se comparent et où du coup, ils se sentent nuls sur des choses. Et toi, tu es là de l'extérieur, tu te dis, mais comment toi, tu peux te sentir nul sur ce truc-là? Donc, cette sensation d'être à la traîne, d'aller moins vite, de faire moins bien que les autres, etc., c'est vraiment quelque chose de commun. Bon, j'ai pas de solution miracle, c'est quelque chose qui se travaille en coaching mindset, etc., mais je pense que ce que tu dois garder en tête, c'est que tout le monde l'a et que c'est pas le fait d'avoir plus de résultats ou plus de ceci, cela qui va te permettre de résoudre ce problème-là parce qu'il va juste se représenter à différents niveaux et sur divers sujets. Donc, juste pour te rassurer, alors je vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens ont ce biais-là, surtout dans les périodes où ça va un petit peu moins bien, où on est un peu moins en confiance, etc. Et c'est OK. Donc, juste de naviguer avec et de faire en sorte que ça s'amoindrisse et que ce truc-là diminue au fur et à mesure. Et enfin, dernière leçon, alors je reviens sur les sujets contenus, c'était pas dans un ordre hyper logique tout ça, mais c'est pas grave, c'est quand on crée du contenu, de toujours ramener à nos valeurs profondes, de toujours ramener à notre message de fond et à nos valeurs profondes, à notre philosophie de vie. En fait, c'est quelque chose dont je parle assez souvent, notamment dans mon canal Telegram, mais l'idée, c'est pas de chercher à toujours être sur des strates et du message de fond, d'être OK avec le fait de faire des sujets techniques, mais de les ramener à notre message de fond. Et je vais donner un exemple qui m'a été donné cette semaine parce que justement, on brainstormait un peu sur mes sujets de contenu et tout ça parce que pour les contenus Insta, il y a des choses que j'ai du mal à positionner, donc on en parlait. Et parce que j'ai mes amis qui me suivent, et qui savent du coup ce que je fais. Et une des choses qui est ressortie, il y a une copine qui me dit, mais en fait, moi, je te regardais ce matin travailler, et parce qu'on fait coworking quand on est ici, et j'adorerais savoir comment tu choisis là ton setup et comment tu fais ton setup de travail. En fait, elle a regardé comment j'avais fait mon setup de travail. Donc j'ai je sais pas comment on appelle ça, mais pour rehausser l'ordinateur pour qu'il soit à la bonne hauteur, j'ai ma souris de travail, j'ai mon petit carnet. Donc vraiment, on est sur un niveau technique inexistant. Je suis pas une pro du setup de travail nomade, mais en fait, elle, ça l'intéressait de savoir comment je m'y prenais pour... comment est-ce qu'elle m'a dit ça? Je me suis notée. Voilà, mon setup pour travailler comme une princesse dans des châteaux. Parce que moi, j'adore les beaux endroits, je suis une princesse dans l'âme. Et donc, pour autant, je suis une entrepreneur nomade parce que depuis que je me suis lancée en 2017-2018, en fait, j'ai travaillé de plein d'endroits différents. Alors, je suis pas digital nomade ou j'ai pas de maison fixe, mais je travaille dans des endroits qui sont hyper différents et très souvent dans des beaux endroits parce que j'adore les belles demeures, les beaux hôtels, etc. Et donc, effectivement, j'ai un petit setup minimaliste que j'emporte partout avec moi. Et donc, ça l'intéressait de savoir ce que j'utilisais. Et je lui disais, mais c'est pas un contenu, c'est pas intéressant, on s'en fiche. Elle dit, mais non, en fait, moi, ça m'intéresse. Et Antoine, ce qu'il me disait, c'était la même chose. Il me dit, mais moi, quand je fais des contenus sur mon matériel ou ce que je mets dans mon sac à dos quand je pars en voyage, les gens adorent, en fait, ce truc-là. Donc, j'ai dit, OK, ça, c'est le genre de contenu, je m'y attendais pas. Mais d'ailleurs, tu me diras en commentaire si ce genre de sujet t'intéresse pour moi. Mais c'était quoi la leçon? C'était accepte de parler de sujets qui peuvent te sembler peut-être basiques ou triviaux ou en tout cas qui toi forcément t'intéressent pas forcément mais qui vont intéresser ton audience parce que ils ont envie de savoir. Et j'avoue que moi dans l'autre sens, j'adore connaître les trucs pratico-pratiques des autres, j'adore connaître les coulisses. J'adore ça. Donc en fait, je comprends quand je me place de l'autre côté. Mais moi en tant que créatrice, j'y aurais pas pensé. Mais par contre, ces sujets, c'est de les ramener au message de fond. Comme Antoine, quand il va faire du contenu sur son setup de voyage et son sac à dos, le but, c'est pas juste de parler du sac à dos, c'est de promouvoir sa philosophie de vie qui est d'être un entrepreneur qui est libre, qui
utilise des systèmes simples. C'est vraiment cette notion de liberté. Et tu vois, dans mon cas, l'idée, c'est vraiment de revenir à la philosophie de vie. Donc moi, par exemple, c'est la Dolce Vita, c'est le fait de pouvoir allier le business et la Dolce Vita, c'est le message que je prône depuis des années. Et donc, ça passe par le fait d'avoir un business qui est minimaliste, qui est simple, donc il y a des points communs avec ce que je viens de te dire là, et de pouvoir amener mon business partout, même dans des beaux endroits, même dans des châteaux, etc. Et d'y faire ma vie et de kiffer le quotidien avec mon business en fait. Donc on peut le ramener à la philosophie de vie. Et il y a plein de choses où on peut le faire, sur des sujets techniques ou sur des tutos. Par exemple, tu vois, un des sujets qui m'est demandé, c'est comment est-ce que je fais pour écrire des emails rapidement, facilement et qui vendent, parce que j'ai fait de l'email quotidien. Bon, ben moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais avec mes clientes, mais dans mes contenus d'acquisition, je ne vais pas en parler alors que c'est demandé. Donc l'idée, c'est de partir des sujets un peu techniques ou coulisses qui intéressent les gens et de le ramener à ta philosophie de vie. Par exemple, le fait, moi, de savoir vendre par email, eh bien, ça me permet d'avoir de la liberté parce que je fais un email et je sais que je vais vendre, en fait, avec mon email. Donc, je fais rentrer de l'argent et dans mon cas, j'adore écrire et il y a ce côté très Dolce Vita, je trouve, de pouvoir juste écrire un email et que ça vende. Donc, je trouvais ça très intéressant de te le partager, de relier, en fait, les sujets techniques ou que ton audience demande, de les relier à ton message de fond, à tes valeurs profondes et à ta philosophie de vie parce que c'est comme ça que tu peux attirer une audience tout en restant conforme à ce que tu apportes et en rassemblant autour de quelque chose de plus profond. Donc voilà, toutes les leçons que je pourrais te partager. Bon, j'ai un carnet entier, tu vois, ça c'est mon petit carnet de notes de la semaine, donc il y a beaucoup de choses. Je pourrais t'en parler très longuement évidemment de tout ça, mais je pense que déjà avec ces sujets, il y a vraiment de quoi faire et que tu puisses te demander comment l'appliquer dans ton business et comment t'en servir pour toi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Les call to action que je te fais, parce qu'on a parlé des call to action aussi cette semaine, on disait c'est important de faire des call to action dans nos contenus. Moi j'ai l'habitude de le faire dans des emails, dans ce genre de choses, mais j'ai pas forcément encore l'habitude dans les vidéos YouTube vu que c'est nouveau. Donc j'applique ce qu'on a dit cette semaine et je fais un call to action. Call to action c'est quoi? C'est de s'abonner, première chose, pour voir les prochaines vidéos que je vais tourner. En plus t'arrives, tu vois, si tu le regardes peu de temps après que j'ai publié cette vidéo, c'est mes débuts sur YouTube. Deuxième call to action, c'est de rejoindre le club Telegram, donc Business et Dolce Vita avec le lien en description si tu veux pouvoir avoir des conseils que je partage de façon spontanée sur ton business. Et ensuite, tous les autres call to action sont dans la description. Tu verras aussi le lien vers les programmes de formation que je propose, vers mon compte Instagram pour pouvoir suivre aussi les stories parce que dans ce genre de moments et de mastermind, je fais des stories pour partager le quotidien et te montrer tout ça. Donc voilà, tout est expliqué en description. Et puis bien écoute, je me réjouis de pouvoir te retrouver pour une future vidéo YouTube. J'espère que ce setup t'aura plu. Dis-moi en commentaire si tu valides le setup ici. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!